père, c'est un père formidable puisqu'il a toujours été là, il s'est toujours rendu disponible. Philippe aimait beaucoup profiter de la vie, s'amuser. Il y a de la fumée qui sort de la maison de Philippe Robert. On a peur de ce feu qui est un véritable brasier. Et la question, évidemment, que tout le monde se pose, c'est est-ce que monsieur Robert est dans cette maison en feu? Le pompier me rattrape et il me dit « je vous le dis, du temps blanc, on a retrouvé un corps dans la maison ». On se demande si on fait un cauchemar. Et donc moi, là, à ce moment-là, je m'effondre. Parce que le choc est trop dur à encaisser. On est très loin d'imaginer ce qui va être ensuite découvert. Il y a quelqu'un qui est venu chez monsieur Robert. Il y a une véritable haine chez le tueur ou chez la tueuse. Il y a une haine. Je suis anéanti, je suis en colère et je suis triste. J'ai l'impression de tomber dans une mauvaise série. Dans l'esprit d'un enquêteur, c'est pas un suspect, c'est un coupable potentiel. Et là, il se retrouve avec plus de 1700 pages de conversation. Des textos qui sont explicites. Viens faire l'amour. Ils étaient très très proches, à tel point que même moi je me suis posé des questions sur leur relation, s'il n'y avait pas plus. Pourquoi? Comment? Pour quelles raisons? Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'on en arrive à là? Je vais me dire que c'est pas vrai, c'est pas possible. Il n'a pas pu faire ça, pas lui. Tout commence au cœur de la Bourgogne. Nous sommes à Renève, un village entouré par des champs et des forêts. Renève, c'est une petite commune de 500 habitants qui se situe à l'est de la Côte d'Or, à peu près 30 minutes de Dijon. C'est un petit bourg, une France paysanne avec une grande rue, une artère principale et puis des maisons. On n'est pas du tout en milieu urbain. Le 21 juin 2021, le téléphone sonne à la gendarmerie de Mirebeau-sur-Bèze, une commune voisine. Un incendie vient de se déclarer à Renève et les flammes se propagent à vitesse grand V. On est aux alentours de 11 h lorsque un voisin de la rue du Grand Four alerte les gendarmes et les pompiers pour dire qu'il y a de la fumée qui sort de la maison de son voisin. C'est un feu qui va tout de suite prendre des proportions assez importantes. On va même évacuer l'école parce que, je veux dire, on a peur de ce feu qui est un véritable brasier. Ça va durer des heures et des heures pour éteindre ce feu. Plus de 70 pompiers sont à l'œuvre pour combattre les flammes qui atteignent 10 mètres de haut. La maison qui est en train de brûler est celle d'un homme de 63 ans, Philippe Robert. Vous avez beaucoup de badauds dans la rue, puisqu'on est dans un petit village où tout le monde se connaît et tout le monde sait qu'habite dans cette maison monsieur Philippe Robert. Et la question, évidemment, que tout le monde se pose, c'est est-ce que monsieur Robert est dans cette maison en feu? Et donc, on va essayer de l'appeler. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est joignable, Philippe Robert? Et Philippe Robert, sur son téléphone, il répond pas. Où est-il? Pourquoi son téléphone sonne-t-il dans le vide? Le sexagénaire vit seul dans cette maison. Divorcé, il a un fils unique de 25 ans, Mathieu. Le jeune homme habite à 200 km de là, à Bourg-en-Bresse. Et très vite, il est prévenu du drame. Ma cousine m'envoie un message qui me dit qu'elle cherche un jeu. Il faut absolument que je la joigne parce qu'elle est sur place et c'est la maison de papa qui est incendiée. Je lui ai demandé s'il y avait des nouvelles de mon père. Elle m'a dit qu'il n'y en avait aucune, que personne ne savait où il était. Et là, je prends la route et pendant 2h30 facile, donc il y a toutes les questions qui se posent dans la tête. Où est mon père? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il est en vie? Est-ce qu'il était dans la maison? Est-ce qu'il n'y était pas? Et s'il n'y était pas, où il est? Les heures passent et l'inquiétude grandit pour les proches de Philippe Robert. Il est 17 h lorsque Mathieu arrive sur les lieux. Le feu est tellement intense qu'il ne reste presque plus rien de l'habitation. J'arrive sur place, un bandeau de sécurité dans toute la rue, et j'accours directement vers la maison,
Donc là, je la vois presque en ruine. Je m'effondre complètement au sol. Le pompier me rattrape et il me dit « je vous le dis, du temps blanc, on a retrouvé un corps dans la maison ». Le secouriste tente d'être rassurant. À ce stade, impossible de savoir si le corps est bien celui de Philippe Robert. Retrouvé sur le dos, calciné sous les décombres de l'atelier, il est en bien trop mauvais état. Mais pour Mathieu, il y a peu de doute. Là, c'est un monde qui s'écroule. Votre maison d'enfance dans laquelle vous avez grandi, vous avez passé énormément de moments, plus derrière le fait qu'on retrouve un corps dedans et que vous savez que la seule personne qui vit dedans, c'est votre père, vous laissez pas beaucoup d'espoir. Une longue attente commence alors. Le corps retrouvé dans la maison en flammes est-il, oui ou non, celui de son père? Au bout de 10 heures, le feu est circonscrit. La police technique et scientifique peut enfin pénétrer dans ce qui reste de l'habitation. Un médecin légiste est aussi dépêché sur place. Donc le médecin légiste, il remarque quelques plaies au niveau du thorax notamment. Le crâne est aussi fendu. Ça peut être dû à l'incendie, comme ça peut être dû à autre chose. Le légiste n'a aucune certitude. Tout est ouvert. Cet homme pouvait dormir chez lui, il a été surpris par un incendie accidentel, ce qu'on appelle un accident domestique, c'est-à-dire, je sais pas moi, une fuite de gaz, c'est une hypothèse. Tous les scénarios sont possibles et il faudra attendre l'autopsie complète du corps pour comprendre vraiment ce qu'il s'est passé. Mais au cours des premières constatations, un autre élément interpelle les gendarmes. Les enquêteurs vont rapidement retrouver à proximité du corps 2 lames de couteau. Il n'y a plus les manches qui ont forcément disparu avec la chaleur intense et il reste 2 lames qui vont évidemment être placées sous scellé. Et ça, forcément, ça interroge, puisqu'on a toujours en tête un peu des éventuelles plaies ou chocs inexpliqués retrouvés sur le corps. Ces couteaux ont-ils un lien avec le décès de l'homme retrouvé dans les flammes? S'agit-il d'une mort accidentelle ou de quelque chose de bien plus inquiétant? Le lendemain, le feu est enfin éteint. Il a fallu plus de 20 heures aux pompiers pour venir à bout de l'incendie. Au même moment, le corps est formellement identifié. La comparaison ADN réalisée avec la mère de Philippe Robert est sans appel. Il s'agit bien du sexagénaire. Pour Mathieu, son fils, c'est un cataclysme. Et donc moi, là, à ce moment-là, je m'effondre. Parce que le choc est trop dur. Le choc est trop dur à encaisser. On perd son père, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. On sait juste qu'on le perd, on sait juste qu'on ne le reverra plus. Mathieu n'est pas le seul à être touché de plein fouet par ce drame. Sylvain et Katia sont des amis de longue date de Philippe Robert et ils n'arrivent pas à réaliser qu'il est mort. La disparition de mon ami, c'est un choc parce que ça faisait 30 ans qu'on se connaissait, qu'on se côtoyait régulièrement. Le fait de se dire que cette personne-là n'est plus là, oui, c'est brutal. On se demande encore si c'est vrai. On se demande si on fait un cauchemar, si on va se réveiller. Alors que s'est-il passé pour que Philippe Robert meure dans l'incendie de sa maison? Pour ses proches, il ne peut s'agir que d'un accident. C'était forcément un accident domestique. Ce qui est inconcevable pour moi, c'est qu'on ait pu atteindre à sa vie. Pour moi, c'était impossible que ça puisse être ça. L'une des premières réflexions du fils, c'est de se dire, puisque ça s'est passé dans l'atelier, qui est tout proche du garage, que son père a acheté une Mercedes d'occasion, le fils, il se dit, mais je sais pas, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé avec cette voiture qui marchait pas bien. Il suffit un faux contact qui crée une explosion pour X raison. Lui, il prend un choc électrique ou prend un choc, en tout cas dans l'explosion, reste au sol et voilà, le reste a embrasé la maison. La famille de Philippe Robert n'imagine rien d'autre qu'un accident domestique. On est très loin d'imaginer ce qui va être ensuite découvert. Car les gendarmes, eux,
explore toutes les pistes. Le parquet de Dijon décide d'ouvrir une information judiciaire pour recherche des causes de la mort. Les enquêteurs se plongent dans la vie de Philippe Robert et commencent à entendre ses proches. Tous dressent le portrait d'un homme généreux et très présent pour les siens. Mon père, c'est un père formidable puisqu'il a toujours été là, il s'est toujours rendu disponible. C'est quelqu'un qui a toujours été dans l'humain. J'aime les gens passionnés, c'est le cas de Philippe. Sa passion des gens, sa passion d'aider les gens. Philippe aimait beaucoup profiter de la vie, s'amuser, etc. Et du coup, il recevait régulièrement des gens. Il y avait un billard, il y avait son spa, on allait faire une pétanque. C'était toujours un plaisir de se retrouver, quoi. Un homme fédérateur, mais qui avait aussi son caractère. Il pouvait se montrer grande gueule quand il n'était pas d'accord. Une amitié avec Philippe, c'est pas une amitié de tourpeau. Il pouvait se tromper, mais en tout cas, il disait ce qu'il pensait, quoi. Il avait cette capacité à avoir beaucoup de répondants. Donc du coup, quelqu'un qui pouvait facilement aussi se faire des ennemis parce que pas de compromis. Côté professionnel, Philippe Robert a eu plusieurs métiers. Il a d'abord travaillé dans les assurances, puis il est devenu coach de football et arbitre. Il a entraîné de nombreux jeunes âgés de 12 à 18 ans, une vraie passion. Pendant des années, Philippe a vécu à travers le foot. Il était tout le temps au bord des terrains. C'était impressionnant le lien qu'il avait avec ses joueurs. On aurait pu dire que chaque joueur sur le terrain était prêt à saigner pour lui. Il prenait beaucoup de plaisir à les faire évoluer, à les faire travailler. Il avait ce côté très exigeant, mais il avait aussi ce côté très paternel. À côté du football, Philippe Robert avait une autre passion, l'organisation de soirées festives et les parties de bowling. Il a envie de changer, il a envie de bouger, il a envie de faire de l'animation. Et il commence à faire des soirées, mais des soirées à thème sur une journée, etc. Et puis un jour, il m'appelle, il me dit « Écoute, j'ai une idée là, je viens de voir que le bowling de Brévent est à vendre, je veux le racheter et puis le reprendre. » C'est ainsi qu'en 2016, il arrête le foot et réalise l'un de ses rêves. Il monte un bowling à Brévent, à côté de Dole, dans le Jura. L'établissement devient vite incontournable dans la région. Quand on parle de Philippe Robert, immédiatement les gens l'associent à un endroit. C'est le bowling de Dole. Il y a environ 10 pistes. C'était déjà un projet qui était ancré dans sa tête depuis très très longtemps. Tôt ou tard, il fallait qu'il se lance dans ce côté festif. Le but était vraiment de créer un lieu de rencontre. Pour mener à bien son projet, Philippe Robert fait affaire avec l'un de ses amis, un certain Benjamin Cochet, de 30 ans son cadet. Benjamin Cochet connaît Philippe Robert depuis au moins l'âge de 10 ou 11 ans, puisque Philippe Robert a été son coach de football. Ils ne se sont jamais réellement perdus de vue et Benjamin Cochet est devenu rapidement, très jeune, vers 21-22 ans, l'associé de Philippe Robert. Il y a un bowling, il y a un resto, il y a un emplacement qu'on peut louer pour faire la fête, etc. Il y a régulièrement des soirées, des karaokés. Ça plaît, ça attire du monde. Et ça fonctionne si bien que Philippe Robert embauche aussi Katia, son amie chanteuse, pour animer les soirées. Elle garde un souvenir ému des concerts qu'elle donnait au bowling. Toute la musique que j'aime, toute la musique que j'aime, toute la musique que j'aime, toute la musique que j'aime. Il y avait une très très bonne ambiance, c'était convivial, c'était familial, c'était vraiment un plaisir d'aller travailler. Souvent la salle était comble, toutes les générations étaient réunies, aussi bien au bowling qu'au billard, ou même au bar, ou alors dans la salle de restaurant à m'écouter. Donc ça fonctionnait très très bien. Le lieu attire de nombreux visiteurs de toute la région et le tandem Philippe Robert-Benjamin Cochet est un succès. Philippe Robert est aux manettes côté gestion, tandis que Benjamin Cochet s'occupe des pistes de bowling et de la restauration. J'ai tout de suite la sensation que Philippe va être le mentor de Benjamin, va lui apprendre plein de choses.
les deux hommes deviennent inséparables et décident même de vivre en colocation à Dole, près du bowling. Mais en 2020, les ennuis administratifs commencent et le business en prend un coup. Je sais qu'il y a eu des problèmes avec la banque, je sais qu'il y a eu des problèmes avec la mairie. Il y avait pas mal de petits soucis par rapport aux locaux. Il y avait quelques problèmes financiers. Et puis je pense que Benjamin et Philippe commençaient à s'essouffler également. Finalement, le Covid précipite la fermeture de l'établissement et les deux hommes mettent fin à leur association. Philippe va très vite me confier qu'il va avoir une liquidation judiciaire, mais qu'il a mis Benjamin et lui à l'abri en ayant récupéré de l'argent en liquide. Malgré ce revers de fortune, les deux hommes restent en bons termes. Philippe retourne vivre dans sa maison de Renève et se met à la retraite. Quant à Benjamin, il s'installe avec sa nouvelle compagne dans le Jura et ne travaille plus. Après avoir entendu les proches, les enquêteurs ne trouvent rien de suspect dans la vie de Philippe Robert. Mais 24 heures après l'incendie, coup de théâtre. Les résultats de l'autopsie arrivent sur le bureau des gendarmes. Et contre toute attente, l'hypothèse d'un accident domestique s'effondre. Le lendemain, examen du corps par le légiste, et là, surprise, il y a 16 traces de coups de couteau sur le corps de monsieur Philippe Robert. Les plaies sont essentiellement localisées dans la face gauche du cou, dans le thorax, ainsi qu'une plaie dans le dos. Le médecin légiste va considérer que la plaie qui a entraîné la mort certaine de M. Philippe Robert se situe à proximité du cœur. À ce moment-là, l'enquête bascule. Il n'y a plus aucun doute, Philippe Robert a été tué. Et ça n'est pas tout. L'autopsie révèle également que le décès a eu lieu avant le départ du feu. Il est mort largement avant que l'incendie ne se déclare, puisqu'il ne présente pas de suie dans les voies respiratoires. On sait que Philippe Robert, ce n'est pas l'incendie qui l'a tué, mais bien ses coups de couteau. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est venu chez monsieur Robert, qui lui a donné 16 coups de couteau. Monsieur Robert est mort et que l'homme qui a fait ça a ensuite mis le feu pour vraisemblablement gommer les traces de son passage par le feu. Pour les gendarmes, le mode opératoire laisse à penser que le meurtrier était en rage. 16 coups de couteau, il faut réitérer le geste, il faut le refaire. Donc ça veut dire qu'il y a une véritable haine chez le tueur ou chez la tueuse. Il y a une haine. Mais alors, qui a pu s'en prendre à Philippe Robert avec autant de violence? Quand ils apprennent la nouvelle, les proches sont sous le choc. Ces coups de couteau, c'est pas anodin. Moi, au fond de moi, je suis anéanti. Je suis anéanti, je suis en colère et je suis triste. Je suis triste parce que je sais qu'il a souffert. J'ai pas pu être là pour l'aider, j'ai rien pu faire. C'est complètement irréel à ce moment-là. J'ai l'impression de tomber dans une mauvaise série. Donc lui dire qu'il est mort de manière aussi violente, ouais, c'est surréaliste. C'est surréaliste. Ça va être très difficile d'essayer de comprendre. On essaie de chercher, de savoir ce qui a pu se passer. La famille et les amis de Philippe Robert sont anéantis. Et surtout, ils ne voient pas du tout qui aurait pu commettre un crime pareil. Quand je cherche qui a pu faire ça, j'arrive pas à trouver quelqu'un qui pourrait avoir suffisamment de colère pour faire ça. Je passe en revue beaucoup de personnes, mais il n'y a personne que j'arrive à identifier. Mon père pouvait éventuellement avoir des mésententes avec certaines personnes, ne pas être d'accord sur un sujet. De là à s'en faire un ennemi mortel, c'était impensable et c'était impossible. Les enquêteurs sont dans l'impasse.
Aucun des proches n'a pu leur fournir une piste sérieuse. Alors le 23 juin 2021, 2 jours après l'incendie, les gendarmes décident d'interroger les voisins. Certains ont peut-être vu quelque chose. Les enquêteurs commencent donc par entendre ceux qui lui ont donné l'alerte, un couple qui habite en face de la maison de Philippe Robert. La dame explique qu'elle, vers 9h30 environ, elle a vu un jeune homme qui était en short, t-shirt de foot, sac à dos, casquette, s'est présenté vers le portillon de la maison de Philippe Robert. Un jeune homme, selon les termes de la voisine, serait rentré de manière discrète dans la maison de Monsieur Robert. Et le voisin va également indiquer aux enquêteurs qu'il a entendu une dispute verbale depuis la maison de Monsieur Robert. Une intrusion chez Philippe Robert, suivie d'éclats de voix. Pour les enquêteurs, ce sont des témoignages précieux. Si les voisins ne se trompent pas, c'est un sacré début de piste. Ça veut dire que eux, les voisins, ils ont peut-être vu le tueur. Donc la question qui se pose, si vous voulez, à ce moment-là, pour les gendarmes, c'est de dire c'est qui ce bonhomme? Les enquêteurs se mettent à la recherche de ce mystérieux jeune homme en tenue de foot, aperçu près de la maison de Philippe. S'agit-il d'une connaissance de la victime ou d'un inconnu? Pour tenter de le retrouver, ils épluchent l'emploi du temps de Philippe Robert et examinent son téléphone. Et ils découvrent que le jour précédent l'incendie, le sexagénaire n'était pas tout seul. Il se trouvait avec un ami que nous appellerons Alexandre. La téléphonie va établir que la veille, dimanche 20 juin, il a communiqué avec un jeune homme prénommé Alexandre. Alexandre, il a 25 ans, il a fait du foot quand Philippe Robert était éducateur sportif. Ils ont gardé un lien et Philippe lui avait donc proposé, comme ils le font de temps en temps, d'aller faire du karting. Et ensuite, ils sont allés prendre des pizzas et manger chez Philippe Robert. Alexandre, c'est la dernière personne à avoir vu Philippe Robert avant qu'il ne décède. Donc, vous imaginez, dans l'esprit d'un enquêteur, c'est pas un suspect, c'est un coupable potentiel. Les gendarmes convoquent ce fameux Alexandre. Ils veulent en savoir plus sur ce qu'il a fait avec Philippe Robert la veille de l'incendie. Et ce qu'ils vont apprendre va les laisser sans voix. Il va confirmer qu'ils sont allés faire un karting et que le début de soirée, ils ont commandé des pizzas et des tacos. Ensuite, ils sont allés au domicile de Monsieur Philippe Robert où Monsieur Philippe Robert lui a proposé de partager un instant jacuzzi. Pendant ce moment-là, il y aurait eu des avances de Monsieur Philippe Robert vis-à-vis de cet Alexandre. Philippe Robert, 63 ans, fait donc des avances à Alexandre qui a moins de 30 ans pour faire l'amour. Alexandre dit, moi j'ai refusé, ça m'intéressait pas, je suis hétérosexuel. Mais ça se passe la veille d'un crime, cette histoire. Il y a là une possibilité de passage à l'acte. Cette révélation fait l'effet d'une bombe pour les gendarmes. Philippe Robert serait attiré par les hommes, une homosexualité qu'il aurait cachée même à ses proches. Mon père était quelqu'un de très secret sur ce qu'il était, sur sa vie privée. De ce que je connais de mon père, c'est qu'il a toujours été hétérosexuel. Après, voilà, le fait qu'il fasse des avances à un jeune homme, d'autant plus, pour certains, on s'en est douté. À certains moments, des fois, on s'est posé des questions. Qu'il y ait eu des avances ou pas, moi, il m'en a jamais fait. Mais bon, ça ne me choque pas forcément. Et ce n'est pas tout. Au cours de l'audition d'Alexandre, les enquêteurs découvrent un nouvel élément troublant. Alexandre dit que Philippe avait sur lui une sacoche remplie de billets et que c'était pas juste quelques petits billets, qu'apparemment il y avait une somme assez importante. Mais dites donc, une grosse somme d'argent, ça peut intéresser les proches.
Une sexualité cachée, du liquide en grande quantité, autant d'éléments qui les poussent à s'intéresser de plus près aux déclarations d'Alexandre. Et il commence par vérifier son emploi du temps le jour du crime. Alexandre va déclarer aux enquêteurs qu'il ne peut pas être l'auteur de ce meurtre et de cet incendie, puisqu'il était à son travail. Donc les enquêteurs vérifient évidemment l'alibi donné par Alexandre et l'employeur confirme que Alexandre s'est bien présenté à l'heure au travail vers 7h du matin et qu'il en est reparti vers 15h. Les déclarations du patron d'Alexandre sont confirmées par la pointeuse de l'usine. Le jeune homme a bien badgé le lundi matin. Il n'a donc pas pu se rendre à Renève chez Philippe Robert ce jour-là. Il est blanchi. Parce que matériellement, ça ne peut pas être lui, le jeune homme qu'ont vu les voisins juste avant l'incendie. Alexandre est mis hors de cause. Mais les gendarmes s'interrogent sur cet argent que le jeune homme a vu en possession de Philippe Robert. Où est-il aujourd'hui ? Ce fameux magot, les gendarmes ne savent pas s'il a brûlé dans l'incendie ou s'il a été volé. C'est toute la question et ça pourrait être effectivement le mobile du crime. Ils interrogent de nouveau les proches du sexagénaire, qui ont une explication toute trouvée pour justifier la présence d'autant de billets. Selon eux, c'est le fruit de son activité au bowling. Je savais qu'il y avait de l'argent liquide chez lui et je savais que c'était les résultats de tout ce qui était payé en espèces par rapport au bowling. Philippe, c'est quelqu'un à l'ancienne et qui, a priori, mettait l'argent liquide de côté dans des boîtes à chaussures. Les impôts, c'est pas le truc de Philippe Robert. Ça veut dire qu'il se met du pognon à côté, comme on dit vulgairement. Toujours selon ses proches, Philippe Robert aurait divisé ce pactole après la liquidation judiciaire du bowling en 2020. Il en aurait gardé une partie pour lui et aurait donné l'autre partie à son associé Benjamin Cochet. Les deux hommes se sont partagés le magot qui restait en espèces, c'est-à-dire 100 000 € chacun. Donc ça fait une sacrée belle somme qu'ils n'ont pas déclarée. Cette répartition d'argent liquide aurait-elle pu mal se passer ? L'un ou l'autre aurait-il pu se sentir lésé ? Les enquêteurs décident d'explorer cette nouvelle piste et de s'intéresser de plus près à l'ex-associé Benjamin Cochet. Mais est-ce qu'elle s'est bien passée correctement, cette liquidation judiciaire? Est-ce que Cochet, l'associé de Robert, il s'est pas dit j'ai été grugé, l'autre il a pris plus d'argent et voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une bisbille là entre les deux associés? Est-ce que ça pourrait pas expliquer la disparition soudaine de Monsieur Robert? Et ben c'est ce qu'ils vont aller demander à Benjamin Cochet. Les gendarmes convoquent immédiatement le jeune homme. Interrogé, il confirme que l'argent du bowling a bien été réparti. Benjamin Cochet explique qu'il y avait de l'argent, effectivement, que ce commerce marchait bien et que c'était de l'argent qui rentrait en liquide et qu'ils se sont partagés, lui et Philippe Robert, des sommes importantes. Face aux enquêteurs, il rajoute que les affaires entre les deux hommes sont clôturées et qu'aujourd'hui, il se consacre à sa vie de couple. Benjamin et son associé Philippe, ils se voient plus. Ils se voient plus, ils ont réglé les histoires financières et ils se voient plus aussi, dit Benjamin Cochet, parce que Philippe Robert, il aime pas trop les femmes. Benjamin Cochet avait une petite amie depuis un peu plus d'1 an et Philippe ne l'acceptait pas. Donc Benjamin avait pris ses distances avec Philippe. Cette petite amie, nous l'appellerons Sandra. Et selon Benjamin, si Philippe n'appréciait pas sa compagne, c'était simplement parce qu'il était jaloux. Il explique aussi aux enquêteurs que Philippe Robert
lui faisait de nombreuses avances et que lui étant hétérosexuel, ça ne l'intéressait pas et qu'il le repoussait constamment par rapport à ça. Il le vivait pas bien, il était obligé de partager son temps entre cette compagne et Monsieur Philippe Robert qui devenait, selon les déclarations de Monsieur Cochet, de plus en plus oppressant. Lui, il a fait son choix, il veut fonder une famille avec Sandra. Mais vous vous rendez bien compte que dans le cadre d'une affaire criminelle, ce genre de détails, ça prend tout de suite une autre dimension. Philippe était-il vraiment jaloux de Sandra? Est-ce qu'il harcelait Benjamin comme ce dernier le prétend? Et surtout, une dispute aurait-elle pu éclater entre les deux hommes? Les gendarmes l'interrogent maintenant sur son emploi du temps le jour du crime. Le lundi matin, à 10h, où est-ce que vous étiez, Monsieur Cochet? J'étais chez moi. Benjamin Cochet indique qu'il est resté auprès de sa compagne à son domicile. Et qu'il n'est pas sorti de chez lui, qu'il dormait, puisque c'est un lève-tard, et que c'est en se réveillant qu'il avait appris que la maison de Philippe était en feu. Au bout de quelques heures d'audition, les enquêteurs s'interrogent sur les déclarations de Benjamin Cochet. Mais ils n'ont aucune preuve pour le relier de près ou de loin au meurtre de Philippe Robert. Alors ils le laissent partir et il convoque sa petite amie, Sandra, pour vérifier son alibi. À son tour, elle explique ce qu'elle a fait le lundi 21 juin dans la matinée. Elle va indiquer qu'elle a dormi jusqu'à environ 14 heures, qu'elle ne sait donc pas si son compagnon était dans la maison. Et elle indique aux enquêteurs qu'à 14 heures, c'est Benjamin Cochet qui la réveille pour lui annoncer la nouvelle, à savoir que la maison de Philippe Robert est en feu. La jeune femme n'est donc pas en mesure de confirmer l'alibi de Benjamin. En revanche, questionnée sur la relation entre les deux hommes, elle livre aux gendarmes une information troublante. Sandra, elle va confirmer que ça se passait pas bien avec Philippe Robert. Mais elle va raconter une drôle d'histoire. Un jour, Philippe Robert lui a envoyé un texto lui assurant que Benjamin la trompait avec lui. Sandra en parle tout de suite à Benjamin, veut comprendre de quoi parle Philippe. Benjamin s'agace, dit que c'est des mensonges, et qu'il n'y a rien du tout, qu'elle ne craint rien, qu'il ne l'a jamais trompée et que Philippe est juste jaloux. Dans la tête des gendarmes, à ce moment-là, ils se demandent, attends, est-ce que Benjamin Cochet nous a vraiment raconté, oui ou non, la vérité sur la réelle relation qu'il avait avec Philippe Robert? Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas une histoire cachée entre Philippe Robert et son ancien associé? Une chose est sûre pour les enquêteurs, il y a beaucoup trop de zones d'ombre. Intrigués, ils veulent en savoir plus sur le profil du jeune homme. Ils commencent par étudier le contenu de son téléphone et ils font une nouvelle découverte. Cette étude des messages va contredire ce qu'a pu déclarer Benjamin Cochet en audition. Je vous rappelle qu'il a indiqué qu'il n'avait quasiment plus de relation avec Philippe Robert depuis quasiment 1 an. Benjamin Cochet dit « je le vois plus ». Je le vois plus. Il y a des centaines et des centaines de textos de communication entre eux. Une semaine encore avant les faits, ils ont échangé plus de 50 messages. Donc ça veut bien dire que le contact n'était pas du tout rompu. Les deux hommes se voyaient donc toujours, et c'est confirmé aussi par les proches de Philippe Robert. Et à chaque fois que je vais voir Philippe, il me parle de la dernière fois qu'il a échangé avec Benjamin, de la dernière fois qu'ils se sont vus, de la dernière fois qu'ils se sont croisés. Donc je sais qu'ils sont toujours en contact. Je savais qu'il y avait des liens entre eux et qu'ils s'écrivaient, puisque mon père m'en parlait même quand on s'appelait. Benjamin Cochet a donc menti, et il a aussi caché la teneur de sa relation avec Philippe Robert, puisque les messages retrouvés par les enquêteurs
sont sans équivoque. Et là, il se retrouve avec plus de 1700 pages de conversation. Donc ce n'est pas anodin. Et il y a surtout, quand on regarde l'intitulé des textos qui sont explicites. Viens faire l'amour. C'est marqué dans les messages. Des messages où M. Philippe Robert dit « je t'aime » à Benjamin Cochet, où Benjamin Cochet lui répond « moi aussi ». On a de la taquinerie entre les deux et en effet, on a des allusions sexuelles de part et d'autre. Donc, à ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre Benjamin et Philippe, c'est pas une histoire d'associés, c'est une histoire d'amour. Et une histoire d'amour cachée. Mais tous les proches de Philippe Robert se doutaient qu'il y avait quelque chose entre eux, surtout lorsque les deux hommes tenaient le bowling ensemble. Au fil de mes visites, notamment au bowling, je vois Benjamin et Philippe inséparables, à chahuter, à plaisanter, à avoir un comportement, je dirais amical et plus si affinité. Ils étaient très très proches, à tel point que même moi je me suis posé des questions sur leur relation, s'il n'y avait pas plus que juste une relation d'associés. Ils passaient beaucoup de temps ensemble, ils partaient en vacances ensemble. Voilà, des personnes qui sur une année à 365 jours ont passé 365 jours ensemble. Alors, que s'est-il réellement passé entre les deux hommes? Cette histoire pourrait-elle avoir un lien avec la mort de Philippe Robert? C'est un nouveau rebondissement dans l'enquête. Et Benjamin Cochet se retrouve en haut de la liste des suspects. D'autant qu'en poursuivant leurs investigations sur la téléphonie, les gendarmes mettent à jour un nouveau mensonge du jeune homme. Benjamin Cochet, il dit « je faisais dodo, chez moi ». Mais c'est pas vrai. Pourquoi c'est pas vrai? Mais parce que le téléphone, il bouge. On va géolocaliser le téléphone de M. Cochet. On va découvrir que le téléphone borne entre son domicile et Renève. On va surtout aussi découvrir que le téléphone a été mis en mode avion en plein milieu de ce trajet. Le téléphone a été coupé durant 2 heures, entre 9 h à peu près et 11 h et des poussières, pile poil au moment du crime. Pour les gendarmes, l'étau se resserre autour du jeune homme. Alors ils déploient les grands moyens pour confirmer leur hypothèse. On va réquisitionner des caméras de vidéoprotection de certains villages qui se situent sur le trajet entre le domicile de Benjamin Cochet et le domicile de Philippe Robert. Et on va découvrir en effet que M. Cochet était au volant de sa voiture. Ils vont repérer l'Opel Corsa de Benjamin. Ils sont persuadés que c'est bien la sienne puisqu'elle a sur les enjoliveurs des marques particulières. Et au volant, il y a une personne dans la voiture, une seule, qui porte à l'aller un t-shirt noir et orange. Et au retour, étonnamment, toujours une personne, mais par contre, qui a un t-shirt différent. Il est rouge. La question qui va alors se poser, c'est pourquoi Benjamin Cochet a-t-il changé de vêtements? Pourquoi on ne retrouve pas les mêmes vêtements qui ont été portés à l'aller? Il y a un faisceau d'indices, graves et concordants, comme on dit, qui amène vers une responsabilité de Benjamin Cochet. 13 juillet 2021, nous sommes 3 semaines après le meurtre de Philippe Robert et tous les soupçons convergent vers Benjamin Cochet. Grâce à la téléphonie et à la vidéosurveillance, les gendarmes savent qu'il a menti sur son emploi du temps le jour des faits et il a aussi caché la réalité de sa relation avec Philippe Robert. Les enquêteurs décident de le placer en garde à vue. Ils interpellent également sa compagne, Sandra, car ils pensent qu'elle ne leur a pas tout dit. Et ils commencent par interroger la jeune femme, qu'ils sentent plus fébrile que son compagnon. Immédiatement, elle passe à table. Sandra, la petite amie, elle va livrer une révélation un peu fracassante. Elle va dire que son copain, Benjamin, aurait tourné une sextape sous la contrainte de Philippe Robert.
et qu'il s'en sert pour faire chanter Benjamin. Concernant la sextape, Sandra explique que elle a été faite à l'époque où Benjamin avait 18 ans, que Philippe voulait monter en fait un show de striptease avec des jeunes hommes et des jeunes femmes. Benjamin, c'est quelque chose qui l'énerve puisque Philippe le menace continuellement avec ça de la diffuser notamment à ses parents. Et donc, Benjamin Cochet est complètement tétanisé. Philippe Robert tient Benjamin Cochet avec une sextape. Pour Sandra, Benjamin serait victime de chantage de la part de Philippe Robert. Elle avait d'ailleurs interdit à Benjamin de voir le sexagénaire. Les gendarmes s'interrogent. Ce chantage à la sextape ne serait-il pas un excellent mobile? Au bout de plusieurs heures, Sandra, la compagne de Benjamin, est relâchée. Certes, elle aura fait des révélations fracassantes, mais ils sont convaincus qu'elle n'a rien à voir avec le meurtre. C'est maintenant au tour de Benjamin Cochet d'être interrogé. Et dès le début de son audition, le jeune homme se montre sûr de lui et il nie tout en bloc. Au départ, Benjamin Cochet est dans une attitude de déni. Il conteste absolument avoir un quelconque lien avec la mort de cet homme et l'incendie de sa maison. Les enquêteurs se disent que c'est quand même quelqu'un qui a du répondant, qui est malin et qui veut pas lâcher le morceau. Il va tenir ainsi 3 auditions pendant 24 heures en niant l'évidence. Les enquêteurs vont distiller petit à petit les indices qu'ils ont recueillis. Et au fur et à mesure, comme dans une partie de poker, les gendarmes vont lui mettre sur la table des pièces maîtresses. Les enquêteurs lui mettent sous les yeux les échanges de SMS à caractère sexuel qu'il a eus avec Philippe Robert. Et ils lui rappellent qu'il leur a menti sur de nombreux éléments du dossier. Peu à peu, le jeune homme change sa version des faits. Sur la nature de ses relations avec Philippe Robert, Benjamin Cochet explique qu'il est sous l'emprise de cet homme depuis très longtemps, depuis son adolescence, qu'il craignait que Philippe Robert le fasse chanter avec cette sextape que personne n'a vue ni n'a retrouvée, et qu'il indique aux enquêteurs qu'il n'est pas homosexuel ni bisexuel, qu'il est bien hétérosexuel, mais que sans doute, alcoolisé lors de soirées avec Philippe Robert, il a pu se laisser toucher. Acculé, c'est finalement à la 36e heure de garde à vue que Benjamin Cochet finit par craquer. Il avoue avoir été à Renève chez Philippe Robert le 21 juin 2021, non pas pour le tuer, mais pour exiger qu'il arrête de le harceler. Il explique qu'il se rend chez Philippe Robert parce qu'il a pris la décision, et il a la volonté ferme et de signifier à Philippe Robert qu'il ne veut plus le voir. Il indique avoir coupé son téléphone pour ne pas que sa compagne, Sandra, puisse le géolocaliser, car Sandra avait exigé de Benjamin Cochet qu'il ne voit plus cet homme. Et il arrive chez lui, et puis là, ça va mal se passer. Benjamin Cochet explique qu'il lui a donc signifié qu'il ne voulait plus le voir. Et Philippe Robert lui a répondu, alors, si tu ne veux plus me voir, tu ne reverras plus sa copine. Et à ce moment-là, Philippe Robert, dans un éclat de colère, a attaqué Benjamin Cochet avec un couteau. Et c'est là que ce serait parti. Benjamin dit que donc, Philippe l'a attaqué et qu'il aurait réussi à saisir le poignet qui tenait le couteau de Philippe, et que là, tout s'est enchaîné, qu'il y aurait eu donc la bagarre, et que là, Philippe, dans l'atelier, se serait écroulé. Et là, il le reconnaît, il dit ouais, j'ai pété un plomb, je veux dire, je suis devenu fou. Et là, effectivement, il le poignarde à de multiples reprises. Au bout de 40 heures de garde à vue, les gendarmes ont enfin des aveux. Mais ils veulent savoir ce qui s'est passé après la dispute fatale. Benjamin Cochet raconte alors comment il a tenté de dissimuler son crime. Benjamin Cochet, ensuite de ce meurtre,
est d'un sang-froid absolu. Il se rend compte qu'il est couvert de sang. Il s'est lavé les mains. Il est aussi allé se laver les jambes, les pieds. Il est monté à l'étage pour se changer. Il va donc prendre des vêtements dans la chambre de Philippe Robert, redescendre au rez-de-chaussée. Il a mis ses affaires pleines de sang dans un sac. Et là, il aurait pris donc un rouleau de sopalin qu'il a imbibé d'huile de cuisine. Il indique qu'il allume le gaz de la gazinière et met le feu au sopalin et quitte ensuite la maison. Les gendarmes ont des doutes sur la version des faits servie par Benjamin, mais ils tiennent désormais leur coupable. À l'issue de sa garde à vue, Benjamin Cochet est mis en examen pour meurtre. Pour les proches de Philippe Robert, la nouvelle est un séisme. Benjamin a berné tout le monde. Donc là, je commence à réaliser, je lui viens d'avouer, et là, on n'a qu'une envie, c'est de demander des explications. Pourquoi, comment, pour quelles raisons, qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'on en arrive à là. On se demande pourquoi lui, alors qu'à aucun moment on y a pensé. Je me sens trahie, bête et naïve, parce que pendant un mois, je n'ai jamais pensé à ça. Et la colère arrive tout de suite. J'avoue que je tombe un peu des nues parce que pendant 3 semaines, il me montrait toutes les facettes du chagrin et qui ça peut être et comment on peut faire du mal comme ça. Alors qu'il savait ce qui s'était passé. J'ai été complètement aveugle. Pendant 3 semaines non-stop, j'ai des messages tous les jours, que ce soit lui qui me relance, qui me dit qu'il est mon ami, qu'il est là pour moi, qu'il espère que la vérité éclatera. Je me suis fait mener à la baguette comme un... Genre, il n'y a même pas de mots, quoi. Je me suis fait mener à la baguette. À la gendarmerie, les enquêteurs poursuivent leurs investigations, car la thèse de la dispute qui aurait mal tourné à cause d'un chantage à la sextape, ils n'y croient pas trop. N'y a-t-il pas d'autres raisons qui l'auraient poussé à commettre ce crime ? Pour confirmer leur intuition, ils décident de perquisitionner le domicile du jeune homme. Et là, il découvre une énorme somme d'argent, près de 50 000 euros en espèces. Donc déjà, ça les interpelle. Et chez les parents de Benjamin, ils vont découvrir aussi une somme importante, environ 15 000 euros, que Benjamin avait confié une semaine avant son interpellation à son père. Mais d'où il vient tout cet argent? Est-ce qu'il ne viendrait pas par hasard de Philippe Robert? Ben, la question se pose parce que là, c'est un mobile de crime. S'agit-il d'argent volé chez Philippe Robert? Les gendarmes se posent la question, surtout lorsqu'ils apprennent que Benjamin Cochet avait déjà dilapidé sa part de l'argent du bowling. Ce qui pose problème, en réalité, c'est que dans les échanges de messages entre Philippe Robert et Benjamin Cochet, on comprend que Benjamin Cochet n'a plus d'argent. Benjamin ne travaillait pas, ne touchait aucune aide. Il était aussi joueur et il jouait beaucoup d'argent et il en perdait beaucoup. Donc cette somme énorme, elle est un peu tombée du ciel. Pour les proches de Philippe Robert, il n'y a pas de doute. Le magot retrouvé en perquisition chez Benjamin Cochet et son père appartenait à la victime. Je savais que le seul mobile qu'il pouvait y avoir, c'était l'argent. Parce que c'est une personne qui était extrêmement dépensière. Il aimait énormément l'argent. Benjamin n'ayant plus d'argent, comme me l'avait confié Philippe, il fallait en trouver. Le seul moyen de prendre l'argent de Philippe, c'était peut-être que Philippe ne soit plus là. Interrogé à ce sujet, Benjamin Cochet conteste fermement avoir tué Philippe Robert pour son argent. Il maintient que les liquidités retrouvées chez lui sont le fruit de son travail au bowling et qu'il a tué Philippe Robert pour se défendre. Pour expliquer son geste, il va se situer dans une position de victime. Ce n'est pas lui qui a commencé la bagarre, c'est lui qui a été agressé.
maintient la version qu'il a donnée en garde à vue, c'est-à-dire le fait qu'il ait été attaqué dans un premier temps et puis qu'il se soit défendu. Alors lui explique que dans le corps à corps, voilà, des coups ont été donnés effectivement à Philippe Robert, mais il ne sait plus tellement bien où. Alors la version donnée par Benjamin Cochet est-elle crédible? La juge d'instruction a des doutes et elle ordonne une reconstitution. Nous sommes le 18 novembre 2022, près d'1 an et demi après le meurtre. Extrait de sa cellule, Benjamin Cochet est invité à refaire les gestes qu'il a commis à l'encontre de Philippe Robert. Il y a un véritable enjeu dans cette reconstitution judiciaire. Est-ce que, oui ou non, l'histoire de la légitime défense, ça marche ou ça marche pas? On équipe un enquêteur d'une combinaison blanche sur laquelle Benjamin Cochet va devoir tenter de reproduire les coups de couteau qu'il a donnés. Et très vite, une incohérence apparaît, car l'une des plaies relevées par le légiste était située dans le dos de la victime. Pas grand-chose à voir avec la légitime défense. Benjamin est incapable de s'expliquer sur cet élément qui met à mal sa version des faits. Il nie avoir mis un coup de couteau dans le dos à Philippe. Benjamin continue de dire que cette blessure dans le dos a sûrement été faite par un bout de ferraille. Les médecins légistes qui sont présents affirment que c'est impossible, que la plaie a bien été provoquée par une arme blanche. Ça peut vouloir dire que quelqu'un vous a mis un coup de couteau de dos. Et ça change tout. C'est plus un récit d'une bagarre de face. Donc, ça veut dire que sur ce point de détail, il ment. Est-ce que ça veut pas dire que sur le récit de la personne agressée, il n'a pas menti? Pour la juge d'instruction et après cette reconstitution, la thèse de la légitime défense ne tient pas. Benjamin Cochet aurait surpris Philippe Robert en lui mettant un coup de couteau dans le dos. Il se serait ensuite acharné sur lui en le poignardant à 16 reprises. Tout au long de l'enquête, Benjamin n'avouera jamais avoir porté un coup dans le dos à Philippe. Il va finalement reconnaître avoir tué volontairement le sexagénaire dans la bagarre et il explique son geste par l'emprise sexuelle que maintenait Philippe sur lui. C'était très souvent à sens unique, très souvent. Ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Benjamin Cochet, lui, il voulait pas de sexe. Ça le dégoûtait. Mais il donnait un peu, mais si peu par rapport à ce que voulait Philippe Robert. Parce qu'il voulait pas le perdre non plus. Et c'est compliqué. Il va finir par dire qu'il a effectivement accepté des caresses de Philippe, des fellations et des masturbations, uniquement parce qu'il était faible et qu'il acceptait pour pouvoir passer à autre chose. Donc, il se fait passer pour une victime. Et ça dérange beaucoup. Mais pour les proches de Philippe Robert, cette version est un mensonge de plus. Ils n'ont jamais perçu une quelconque emprise de Philippe sur Benjamin. Toutes ces années, j'ai jamais vu Benjamin en tant que victime. C'est pas une victime. Il n'a pas un caractère à être une victime. C'était lui qui tenait plutôt les rênes de cette relation. Pour toutes les décisions de vacances, c'était Benjamin qui choisissait. C'est toujours lui qui choisissait la destination, c'est toujours lui qui disait où c'est qu'il voulait aller, comment il voulait le faire et pourquoi il voulait le faire. L'étude des échanges entre les deux hommes montre que Philippe Robert est très insistant, mais Benjamin Cochet répond de manière favorable à de nombreux messages et ne semble pas être du tout sous l'emprise de Philippe Robert. Pour les amis de la victime, le mobile du crime est ailleurs. Selon eux, Benjamin n'arrivait pas à assumer sa sexualité. Benjamin a fait ça parce qu'il n'en pouvait plus et c'était trop compliqué dans sa tête
d'expliquer au monde qu'il était homosexuel. Philippe va m'expliquer qu'il n'assume absolument pas. Déjà en m'indiquant qu'il est en couple et qu'il n'aime pas cette jeune dame, c'est juste pour faire comme s'il était hétérosexuel. Donc, et puis Philippe va me raconter que Benjamin ne veut surtout pas que sa famille le sache. Il savait que il avait sa copine d'un côté, Philippe de l'autre, et que il fallait faire un choix. Parce que Philippe était très envahissant aussi. Et puis s'il voulait avoir sa vie parfaite, une femme et des enfants, forcément, Philippe était trop dans ce triangle amoureux. Après 3 ans d'enquête, Benjamin Cochet est renvoyé aux assises pour meurtre avec la circonstance aggravante d'avoir modifié la scène de crime en mettant le feu à la maison de Philippe Robert. Pour l'accusation, 2 mobiles se dessinent. D'un côté, le mobile amoureux et de l'autre, le mobile crapuleux. Alors, est-ce que les jurés seront convaincus par la thèse de Benjamin Cochet ? Nous sommes le 17 mars 2025 à la cour d'assises de la Côte d'Or. C'est aujourd'hui que démarre le procès de Benjamin Cochet. Il doit être jugé pendant 6 jours et il encourt 30 ans de prison. Pour la première fois depuis 4 ans, les proches de Philippe Robert croisent à nouveau son regard. Donc le fait de le voir, il n'y a pas d'émotion qui en ressort parce qu'il n'y a pas d'émotion à avoir pour des personnes comme ça. J'aurais eu une once de tristesse de le voir, ça aurait été lui faire plaisir. J'aurais eu de la colère envers lui, ça aurait été lui faire plaisir. Je ne veux pas me confronter au regard de Benjamin parce que je ne veux pas me mettre en colère. Dès le début de l'audience, Benjamin Cochet reconnaît être l'auteur du meurtre. Mais pour lui, c'est une bagarre qui a mal tourné car il était à bout. Il a commis ce crime. Il sait qu'il a commis un acte très grave, que c'est injustifiable. Il le sait, ça, il le dit. Il veut expliquer pourquoi il l'a fait. Nous, notre objectif, c'était de convaincre, effectivement, qu'il y avait une relation toxique entre les deux. Et que cette toxicité, elle venait davantage de Philippe Robert que de Benjamin Cochet. Après 6 jours d'audience, le verdict tombe. Et les jurés n'ont pas été sensibles à la version de Benjamin Cochet. Le jeune homme est condamné à 18 ans de prison pour le meurtre de Philippe Robert. Une victoire en demi-teinte pour les proches de Philippe et un verdict au goût amer. Ce verdict, pour moi, il a pas de saveur. Beaucoup de personnes pourront penser qu'il devrait mériter plus, à travers tous ces mensonges, à travers tout ce qu'il ne dit pas, à travers toute la vérité qu'on n'aura jamais. Je prends ce qu'on me donne et je fais avec. Il n'y a pas un verdict qui pourra me ramener mon ami, donc 18 ans, 20 ans, une différence. Qu'est-ce que ça peut changer? Aujourd'hui, Mathieu, Sylvain et Katia tentent de se reconstruire. Ils vivent avec le souvenir de Philippe et ils n'oublieront jamais son humanité et son charisme. Et ce que je vais garder de tout ça, c'est mon amitié, tout ce qu'on a pu se dire, tout ce qu'on a pu échanger, tout ce qu'on a pu partager. Au quotidien, il y a des choses qui viennent vous rappeler votre père, des odeurs, des sons qui font que vous repensez à tout ça et vous vous dites qu'il ne sera plus jamais là. Aujourd'hui, j'ai repris le flambeau du papa et être entraîneur de foot. J'y prends énormément de plaisir, je comprends pourquoi il aimait faire ça. Et voilà, c'est une manière pour moi de lui rendre un petit hommage. Je regrette de ne pas avoir pu lui dire à quel point il avait compté pour moi. Je pense qu'il le savait, mais je lui ai pas dit. Et j'essaye d'être là. J'essaye d'être là pour son fils parce que lui a toujours été là pour moi. Benjamin Cochet n'a pas fait appel de sa condamnation. La maison de Philippe Robert, elle, n'existe plus. Elle a été entièrement détruite par les flammes. À la place, aujourd'hui,
la ville de Renève a érigé un jardin pour les enfants. L'homme a été impliqué dans une bagarre et s'est fait poignarder. L'homme est allongé sur le trottoir et il perd énormément de sang. On dénombre 9 coups profonds ayant été donnés avec l'intention de tuer. Mike est né au Canada. C'était un passionné de musculation. Mike, pour ses amis, était une personne très appréciée. Michael était également un père de famille. Aidez-nous à découvrir ce qui s'est passé ce soir-là. Nous voulons que justice soit faite. Allez, viens jouer au dur. Viens jouer au dur. T'es un vrai dur ou pas? Nous avons retrouvé une paire de chaussures à talons hauts. Elles étaient tachées de sang. Nous avons également retrouvé un jeu de clés accompagné d'un porte-clés représentant l'île de Malte. Là encore avec des traces de sang. On s'est rendu compte que leurs ADN ne correspondaient pas. L'enquête se retrouve vite au point mort. Nous avons eu une nouvelle idée. L'objectif était d'attirer l'attention du public sur l'affaire. La question était la suivante. Qui est rentré pieds nus le matin du Nouvel An 2012 ? Connaissez-vous quelqu'un ayant perdu ses clés le 1er janvier ? Un collègue reçoit un appel de l'enquêteur de police. Quelqu'un savait quelque chose et était enfin disposé à parler. Tout commence à Toronto, au Canada. Avec plus de 3 millions d'habitants, c'est la plus grande ville du pays. Au cœur de la cité, Liberty Village est un quartier célèbre, connu pour ses bars, ses restaurants et ses boutiques branchées. Liberty Village est un quartier qui bouge, c'est très animé. Ces dernières années, cette ancienne zone industrielle a connu un vrai renouveau. De jeunes gens viennent vivre dans les nombreux immeubles qui sortent de terre. Ce sont souvent des personnes en début de carrière professionnelle qui accèdent à la propriété. Liberty Village est un quartier profondément urbain, très animé, plein de vie avec beaucoup de passages. Il est également très sûr. Mais ce 1er janvier 2012, la vie festive et joyeuse de Liberty Village va basculer. À 2h42 du matin, en pleine fête du Nouvel An, un jeune homme est violemment agressé. Selon les premières informations, il aurait été frappé avec une bouteille. Cependant, quelques minutes plus tard, de nouveaux appels nous parviennent. Et les secours apprennent que l'homme a été impliqué dans une bagarre et s'est fait poignarder. L'un des témoins explique que l'homme perd une très grande quantité de sang, qu'il a titubé pendant quelques mètres avant de s'effondrer et qu'il gît désormais sur le trottoir. Les ambulanciers arrivent sur les lieux avec la police et ils découvrent alors l'homme sérieusement blessé devant l'un des nombreux fast-food du quartier. Il est conscient et respire encore, mais son état est critique. La victime est rapidement identifiée grâce à son permis de conduire. Il s'agit de Michael Pimentel, un homme de 24 ans résidant à Toronto. Il est emmené d'urgence à l'hôpital. Pendant ce temps, les policiers quadrillent la scène de crime et commencent à recueillir les premiers témoignages. Ce qu'ont vu la plupart des témoins, c'est la bagarre en elle-même. Deux hommes ont commencé à s'invectiver et à échanger des coups en plein milieu de la route, ce qui a attiré l'attention de tous. Parmi ces témoins, certains ont assisté à la bagarre et donnent une description précise de la scène. Selon eux, il y avait deux agresseurs. Il y avait un homme blanc dans la vingtaine, avec le crâne rasé. Il portait une longue parka fourrée, un jean et des baskets blanches neuves. Il était en compagnie d'une femme de taille moyenne qui, elle, portait une veste ornée d'un logo très distinctif dans le dos. Elle avait peut-être des extensions capillaires ou des mèches blondes. Elle portait une jupe et des bottes. Nous avons donc d'excellentes descriptions, mais il nous manque des éléments qui pourraient nous permettre d'identifier ces deux personnes. Pour tenter d'en savoir plus,
Les enquêteurs se rendent à l'hôpital où Michael a été transporté. Le jeune homme est entre la vie et la mort et tous ses proches ont été prévenus. Nous avons interrogé ses amis à l'hôpital. Nous avons également rencontré sa famille. Ces derniers nous ont décliné l'identité des gens qui accompagnaient Michael ce soir-là. Il assistait au concert donné à la grande salle des fêtes de Liberty Village. Vers 2h30 du matin, il a quitté les lieux en compagnie de 2 amis. Monsieur Pimentel et ses 2 hommes se rendent à une fête dans un appartement du quartier. En tout cas, c'était le projet. Hélas, ils se sont séparés en chemin. Aucun de ses amis n'a assisté à l'altercation. Mais avant le drame, l'un d'eux a vu Michael discuter avec une inconnue devant la salle des fêtes. Son ami le voit partir vers le nord sur Dufferin Street. Il est en compagnie d'une jeune femme blanche aux cheveux blonds. À un moment, il la porte même sur son dos. C'est donc également pour nous une piste à explorer. Le petit ami de cette jeune femme est-il intervenu? Michael s'est-il engagé dans une altercation pour la défendre? Nous ignorons à ce moment tout ce qui a bien pu se passer. Alors que l'enquête se poursuit, le 1er janvier 2012, à 12h30, Michael Pimentel succombe à ses blessures. La police de Toronto se trouve maintenant face à un meurtre. L'affaire bascule. Michael a-t-il été tué au cours d'une bagarre inopinée ou quelqu'un lui en voulait-il? Pour le découvrir, les policiers s'intéressent de plus près à la personnalité de la victime. Mike est né au Canada, mais sa mère a émigré du Portugal quelques années avant sa naissance. C'était un passionné de musculation qui travaillait comme ouvrier sur un des nombreux chantiers de la ville et passait énormément de temps à la salle de sport. Il était très apprécié de sa famille et de ses amis. Michael est également le père d'une petite fille de 5 ans qu'il élève en garde alternée. Rien dans sa vie ne semble pouvoir expliquer sa mort si brutale. Impossible de savoir qui a fait le coup et pourquoi. Nous ne connaissons même pas les raisons de l'altercation. Nous sommes donc face à une tâche très ardue. Seule la scène de crime pourrait peut-être livrer une piste. Les enquêteurs décident de passer les lieux au peigne fin. La scène de crime se situe au croisement de Liberty Street et Dana Avenue. Monsieur Pimentel a donc quitté le concert et parcouru plus d'1 kilomètre avant d'arriver à l'endroit où on l'a retrouvé mourant. Sur ce trajet, les enquêteurs retrouvent du sang sur environ une centaine de mètres. Ils gèlent aussitôt tout le parcours de la victime. Il faut absolument préserver la scène de crime. Nous utilisons donc un ruban jaune pour interdire l'accès ainsi que des barrages de véhicules. Il faut également archiver les preuves et prendre toute la zone en photo. Nous relevons des échantillons de sang, d'éventuels morceaux de textile, bref, tout ce qui peut avoir une importance. Nos officiers en uniforme sont donc les tout premiers enquêteurs. La police scientifique réalise ensuite une carte de la scène de crime comprenant tout le mobilier urbain, mais aussi les objets mouvants présents sur le site et pouvant constituer des preuves. La cartographie de cette scène de crime était particulièrement exhaustive. Malgré ces fouilles minutieuses, aucune trace de l'arme du crime. Une patrouille cynophile est dépêchée sur place. Nous avons cherché partout, mais nous ne sommes pas parvenus à mettre la main sur le couteau qui a servi à poignarder M. Pimentel. Mais au cours de leurs recherches, les enquêteurs font des découvertes intéressantes. Nous avons retrouvé une paire de chaussures à talons hauts à imprimer crocodile. Elles étaient tachées de sang. Nous avons également retrouvé un jeu de clés accompagné d'un porte-clés représentant l'île de Malte. Là encore avec des traces de sang. Le porte-clés semblait appartenir à une femme. Les petites clés étaient sans doute celles d'un appartement. Un autre élément retient particulièrement leur attention, des mèches de cheveux blonds. Nous avons eu de nombreux témoignages affirmant que la femme, accompagnant l'assassin présumé de M. Pimentel, portait des extensions blondes dans les cheveux. Nous avons retrouvé plusieurs de ces extensions sur la scène de crime. Certaines portaient même des traces de sang. Mais à ce stade, malgré les nombreux témoins, impossible d'identifier cette mystérieuse femme blonde.
Nous ne savons pas qui est la femme avec laquelle Mike a quitté la salle des fêtes. Nous ignorons qui est l'homme qui l'a agressé avec un couteau et avec qui il se trouvait. D'ailleurs, à ce stade de l'enquête, la femme avec laquelle Mike a quitté le concert et celle aperçue par les témoins en compagnie de son meurtrier pourraient très bien être la même personne. Pour les enquêteurs, il faut maintenant retrouver les caméras de vidéosurveillance qui jalonnent les rues où s'est noué le drame. Peut-être auront-elles enregistré les circonstances du meurtre et le visage des suspects. Nous savons que Michael Pimentel était à la salle des fêtes de Liberty Village. Mais entre le lieu du concert et celui du meurtre, il n'y a aucune caméra de surveillance. Et entre le lieu du meurtre et celui où l'on a trouvé Michael Pimentel, aucune vidéo non plus. Il y a bien quelques caméras dans le quartier, mais aucune ne nous renseigne sur l'affaire Pimentel. L'enquête se retrouve vite au point mort. La police compte maintenant sur le rapport d'autopsie pour leur livrer une piste. L'autopsie menée dès le lendemain nous a révélé que M. Pimentel avait été poignardé à 9 reprises. Il ne s'agissait pas de blessures superficielles, mais bien de 9 coups profonds ayant été donnés avec l'intention de tuer. D'après les blessures observées sur le corps de M. Pimentel, l'arme du crime était un tout petit couteau. Aux endroits où le bout de la lame est entré dans sa chair, les entailles sont très très fines, ce qui suggère qu'il a été poignardé avec un petit couteau pliant. Un meurtre au couteau en plein réveillon, l'histoire fait le tour des médias. Et très vite, les enquêteurs sont contactés. Un homme pense avoir retrouvé l'arme du crime. En ramassant des mégots de cigarettes pour nettoyer un pot de fleurs, un conducteur de chantier aperçoit une forme étrange. Il gratte un peu la terre et découvre un couteau taché de sang. Il travaille alors sur un immeuble en construction à quelques centaines de mètres de la scène de crime. Il s'agit bien d'un couteau pliant, et plus précisément d'un couteau à cran d'arrêt. D'un simple mouvement vif du poignet, il s'ouvre et reste en position ouverte automatiquement. C'est une arme dont le port est illégal au Canada. Cette découverte est une belle avancée pour nous. Ce couteau pourrait contenir des traces de l'ADN de Michael ou de son meurtrier. On est engagé dans une course contre la montre et on n'a que très peu d'informations. Le couteau est photographié, consigné et on effectue des prélèvements d'ADN pour les analyser au labo de la police scientifique. Les collègues ont été en mesure de nous confirmer en 2 semaines que le sang retrouvé sur le couteau était bien celui de Michael Pimentel. Mais on a également retrouvé l'ADN d'un autre homme. Les enquêteurs passent aussitôt cet ADN au fichier des empreintes génétiques. Si cet homme est déjà connu des services de police, il sera vite identifié. Mais ce profil ADN ne figure pas dans la banque de données nationale. Retour à la case départ. Pour tenter d'identifier leurs suspects, les enquêteurs convoquent la presse et ils dressent le portrait des 2 agresseurs. Ils sont à la recherche d'un homme blanc au crâne rasé avec une parka et d'une femme blanche aux cheveux bruns avec des extensions blondes et des bottes. Nous recevons très rapidement des appels anonymes nous fournissant diverses informations. Il faut aussi ensuite vérifier chaque nom et chaque adresse pour savoir si oui ou non il s'agit des suspects. L'équipe identifie de nouveaux témoins et compile leurs dépositions quand nous recevons de la part d'un informateur anonyme une vidéo très intéressante. Sur ces images, les enquêteurs découvrent Michael Pimentel qui se bat dans la rue avec un couple. Sur cette vidéo, on voit bien l'altercation ayant mené à la mort de Michael Pimentel. Dans la vidéo, on voit M. Pimentel se mettre en garde face à un individu sur le trottoir de Liberty Street. Au début de la vidéo, Michael Pimentel est en plein milieu de la rue. Il parle avec un homme et une femme et on l'entend dire « Alors, on veut jouer au dur? Allez, viens me montrer, viens jouer au dur. » Allez, viens jouer au dur. Viens jouer au dur. T'es un vrai dur ou pas? T'es un vrai dur? La femme répond quelque chose comme « Laisse-nous tranquille, va-t'en, tu nous déranges. » Et soudain, les coups commencent à pleuvoir.
L'autre homme est vêtu d'une longue parka fourrée tout autour de la capuche. Il semble être en compagnie d'une femme blanche aux cheveux bruns et aux mèches blondes. Elle porte une veste ornée d'un logo très reconnaissable, une jupe et des bottes noires. À un moment, on voit M. Pimentel tirer sur la veste de son agresseur et la ramener sur sa tête. On observe que l'homme est armé d'un couteau qu'il agite à plusieurs reprises. À première vue, le suspect semble mettre des coups de poing latéraux, mais en observant le document de plus près, on remarque un petit point brillant entre ses mains. Il s'agit d'une lame de couteau. Il ne donne donc pas de simples coups. Il est en train de poignarder Michael. Sur la vidéo, on voit clairement l'homme frapper Mike plusieurs fois au flanc. Le bruit des coups de couteau est audible. Lorsque M. Pimentel lui dit « Alors, on veut jouer au dur ?» il a déjà été poignardé à plusieurs reprises. Il est déjà très mal en point. La vidéo confirme les témoignages recueillis par les enquêteurs, mais sans donner plus d'éléments sur les circonstances du drame, ni sur l'identité des agresseurs. C'est tout le problème avec les vidéos qui commencent au milieu d'une altercation. On ignore ce qui s'est passé avant. Ce qui a amené Michael à crier « Alors on veut jouer au dur ?» Il s'est forcément passé quelque chose entre les deux suspects, ou bien entre l'homme et Michael, pour que la situation dégénère. Car leur échange dure depuis un moment. Nous avons regardé la vidéo de l'altercation sous toutes ses coutures, et aucun nom n'y est jamais prononcé. Aucun plan clair non plus sur le visage de l'homme au couteau ou sur celui de la femme qui l'accompagne. Et on ne les voit pas se diriger vers une voiture qu'on pourrait lier au crime. Même si on ne voit pas clairement leur visage, on distingue quand même l'homme au couteau et la femme qui l'accompagne. Les enquêteurs décident de lancer un nouvel avis de recherche dans la presse. Nous avons donc organisé une seconde conférence de presse en convoquant tous les médias. La police de Toronto a mis la main sur ces images que nous rendons aujourd'hui publiques. Nous présentons donc une grande image de la femme et une autre de l'homme au couteau, en demandant à la population de bien vouloir nous aider à identifier ces deux personnes. Quiconque a la moindre information sur eux est invité à nous contacter. Très vite, les enquêteurs reçoivent des centaines de signalements. Vu la mauvaise qualité de l'image diffusée, les sosies sont nombreux. Le suspect ressemble à un tel, sa copine à une autre, et ainsi de suite. Et nous, évidemment, nous devons vérifier à chaque fois si l'information est fiable, si la ressemblance mérite enquête. Un travail gigantesque qui va durer 2 ans. En vain. Aucune piste sérieuse ne ressort de l'enquête. La mort de Michael Pimentel reste un mystère et la police est dans l'impasse. En décembre 2013, avant de classer définitivement l'affaire en l'envoyant au service des cold cases, nous avons eu une nouvelle idée. Les enquêteurs décident de publier des éléments du dossier sur les réseaux sociaux. L'idée, c'était de créer plus d'engouement pour cette affaire que ne le feraient les médias traditionnels. Nous savions que quelqu'un nous cachait quelque chose. Et nous avons pensé que Twitter était une bonne manière de s'emparer de l'audience des moins de 35 ans. Le genre de personnes qui sortent tard le soir dans les bars et les restaurants du quartier et qui pourraient avoir des informations sur l'affaire. Le 11 décembre 2014, près de 3 ans après le meurtre de Michael Pimentel, la police de Toronto lance une vaste campagne sur les réseaux sociaux. Nous avons utilisé toutes les informations auparavant classifiées en les distillant semaine après semaine. Pour attirer l'attention du public, comme dans une série télé, les enquêteurs publient chaque samedi de nouveaux indices. L'objectif était d'attirer l'attention du public sur l'affaire, d'engager la conversation et de libérer la parole d'un éventuel nouveau témoin.
Nous avons publié la photo de l'extension capillaire avec la question suivante. Connaissez-vous quelqu'un ayant perdu ses extensions blondes le soir du Nouvel An 2012? Ensuite, nous avons publié une photo des chaussures à imprimer crocodile. La question était la suivante. Qui est rentré pieds nus le matin du Nouvel An 2012? Nous avons également publié la photo des clés perdues et du porte-clés aux couleurs de Malte, accompagnée de cette question. Connaissez-vous quelqu'un ayant perdu ses clés le 1er janvier? Les premières réponses ont commencé à arriver au bout de 2-3 semaines. Et rapidement, l'affaire s'emballe. Les enquêteurs finissent par recevoir des appels provenant du monde entier. La campagne Twitter se termine le 1er janvier 2015. Nous avons reçu des demandes d'interviews de la part de médias australiens, américains et européens et obtenu des tonnes de nouvelles informations. Ces dernières nous ont permis d'éliminer l'intégralité des suspects. Malgré le succès de cette campagne et les nombreux témoignages reçus, les enquêteurs n'ont toujours aucune piste sérieuse. L'affaire est finalement classée. Mais 9 mois plus tard, nous avons reçu des informations inédites. Quelqu'un savait quelque chose et était enfin disposé à parler. Un homme, qui jusque-là était resté silencieux, pense savoir qui est la femme blonde recherchée par les enquêteurs. Elle est sortie le soir du Nouvel An. Elle fait la même taille, elle porte le même type de vêtements. Sur une photo d'elle, ses cheveux sont similaires à ceux de la femme que nous recherchons depuis plusieurs années. En début d'année 2012, elle travaillait à Liberty Village et vivait avec un homme très violent. Nous avons consulté les registres et la photo de cet homme figurait dans nos fichiers. Il pouvait très bien s'agir de l'homme au couteau vu sur la vidéo. Ensuite, nous avons parlé à leur propriétaire et celui-ci nous a confirmé qu'ils avaient perdu leurs clés et l'avaient appelé le 1er janvier 2012 au matin pour qu'il les aide à rentrer dans leur appartement. Ils étaient enfermés dehors. Ces clés perdues seraient-elles celles retrouvées sur le lieu du crime en 2012? Les enquêteurs ont peut-être enfin une piste. Ils contactent aussitôt le propriétaire qui logeait le couple à l'époque. Nous avons envoyé des agents avec les clés et le fameux porte-clés couvert de sang représentant l'île de Malte que nous avions retrouvé sur les lieux. Ils ont demandé au propriétaire de retrouver l'ancienne serrure de cet appartement qui avait été remplacée le 1er janvier de l'année 2012. Si l'une des clés correspond à l'ancienne serrure de l'appartement, les enquêteurs tiennent leur coupable. Nous allons à la rencontre du propriétaire pour chercher avec lui l'ancienne serrure. Cela pourrait faire progresser l'enquête à pas de géant. Hélas, aucune des clés ne correspond au verrou. Encore une impasse. Pour les enquêteurs, il ne reste plus qu'une seule carte à jouer. Diffuser d'autres éléments du dossier restés jusque-là confidentiels. Notamment une photo des baskets blanches que portait le meurtrier le soir du drame. C'est la première fois que nous montrons au grand public toutes les images dont nous disposons. La police savait que si elle diffusait ces informations trop tôt, elles arriveraient jusqu'au suspect. Celui-ci aurait alors su que ses vêtements étaient compromis et il aurait eu le temps de s'en débarrasser, ce qui aurait empêché les enquêteurs de relever d'importants échantillons d'ADN. Une stratégie qui va s'avérer payante. En octobre 2015, près de 4 ans après la mort de Michael, la police de Toronto reçoit un appel qui va enfin faire basculer l'enquête. Nous recevons un appel d'une personne qui accepte de nous révéler l'identité de l'homme figurant dans la vidéo, ainsi que celle de la femme qui l'accompagnait. Le suspect se nomme Sean Poirier et sa compagne Sacha Harton. Il réside dans la province de l'Alberta. Pour conforter ces déclarations, l'informateur guide les enquêteurs sur une page Facebook où le couple s'affiche. Sur cette page, nous découvrons des images du suspect en compagnie de son ami dans différents endroits du centre-ville de Toronto. Il porte les mêmes vêtements que sur la vidéo.
Ces photos sont datées du 31 décembre 2011, ce qui constitue une preuve. Dès que j'ai vu les photos de cet homme, ses vêtements, sa stature et la femme qui l'accompagnait, j'ai compris qu'il s'agissait de l'assassin de M. Pimentel. Les enquêteurs se lancent aussitôt sur sa piste. C'est alors qu'un appel complètement inattendu va leur donner un nouveau coup de pouce. Nous sommes presque 4 ans après le meurtre de Michael Pimentel. Un collègue reçoit un appel de l'enquêteur de police chargé de surveiller le secteur où a eu lieu le drame. Cet agent a au bout du fil une femme qui prétend s'appeler Sacha Harten. Elle se trouve à Calgary dans l'Alberta. Elle nous dit de but en blanc « Bonjour, il paraît que vous cherchez à m'identifier à propos d'un meurtre ayant eu lieu à Liberty Village le 1er janvier 2012. » La femme dit s'appeler Sacha Harten. Elle explique aux policiers qu'elle n'est pas impliquée dans le meurtre, mais que son petit ami de l'époque, Sean Poirier, a poignardé Michael Pimentel. Initialement, c'est la gendarmerie de Calgary qui prend sa déposition, mais on se rend tout de même sur place pour l'interroger. Nous voulons obtenir toutes les preuves scientifiques qu'elle pourra nous donner et lui demander son aide pour retrouver Sean Poirier. Nous espérons que ce dernier ne sait pas encore que nous sommes à ses trousses, mais le doute subsiste. Pour les enquêteurs, il faut faire vite. Sacha Harten est tout de suite interrogée. Ma première impression face à Sacha, c'est qu'elle est très troublée. Elle a beaucoup hésité à nous parler, mais elle a fini par comprendre que c'était le bon choix. Au final, elle nous a fourni volontairement une déposition complète et un échantillon d'ADN. Après analyse, le doute n'est plus possible. Les mèches de cheveux retrouvées sur la scène de crime sont bien celles de Sacha Harten. Et elle confirme. En 2012, elle a passé le réveillon à Toronto avec Sean Poirier. Elle raconte cette soirée où tout a basculé. Ils se rendent à une fête organisée par des amis de Sean qu'elle ne connaît pas. Au moment du drame, ils sont partis chercher à manger. Ils partent en quête d'un restaurant. Mais à 2 h du matin, on ne sert plus. Et Sacha ressent soudain une envie pressante. Elle décide de se soulager rapidement entre 2 voitures en stationnement. Sean se tient devant elle pour la dissimuler au mieux. Soudain, Michael Pimentel passe par là. Il aperçoit Sacha accroupie et s'exclame de dégoût. Le ton monte vite entre les 2 hommes. L'altercation verbale se transforme brusquement en bagarre. Sacha raconte que les 2 hommes se battent, tandis qu'un autre les filme. Sacha nous décrit cet homme, Michael, comme très agressif. Il envoie plusieurs coups de poing à Sean qui répond de la même manière. Il sort un couteau et le poignarde. Après les coups de couteau, Sean Poirier et Sacha Harten s'enfuient chacun de leur côté. Gravement blessé, Michael Pimentel, lui, va tituber sur plusieurs mètres avant de s'effondrer. Sacha nous explique que Sean a fui les lieux après avoir poignardé Mike. Il se retrouve un peu plus tard. Il s'est débarrassé du couteau et il la menace pour qu'elle ne dise rien à personne. Le lendemain, dans la presse, on parle seulement d'une agression au couteau à Liberty Village, pas d'un meurtre. Alors, pendant des années, Sacha se tait. Quand elle a découvert ma page Twitter, elle a également appris que Mike Pimentel était décédé des suites de ses blessures. Elle n'avait jamais imaginé que son petit ami avait effectivement tué cet homme. Dès qu'elle l'a su, elle nous a appelés. Nous sommes absolument persuadés que pendant toutes ces années, elle ignorait avoir assisté à un meurtre. Pour clore leur enquête, les policiers de Toronto lui présentent les indices récoltés sur la scène de crime. Parmi eux, les mèches de cheveux et surtout l'arme du crime. Sacha nous a confirmé que le couteau que nous avons retrouvé et identifié comme étant l'arme du crime appartenait bien à Sean Poirier. Les enquêteurs tiennent leur coupable. Le 6 décembre 2015, Sean Poirier est interpellé à Calgary et incarcéré. Lorsqu'on a mis Sean Poirier en état d'arrestation, on l'a informé qu'il devait nous suivre à Toronto pour être présenté à la justice pour le meurtre de Michael Pimentel.
Il s'est dédouané et n'a montré aucune culpabilité pour le meurtre de Mike Pimentel. Sean Poirier décide de plaider la légitime défense. Mais le crime est très sérieux. Monsieur Poirier ne pouvait pas ignorer qu'en poignardant quelqu'un à plusieurs reprises dans les poumons et à proximité du cœur, il pouvait causer la mort. Il a donc été inculpé pour homicide avec préméditation et poursuivi à ce titre. Sean Poirier finit par plaider coupable. Le 8 février 2018, il est finalement condamné à 4 ans de prison pour homicide involontaire. Mais il a déjà purgé l'intégralité de sa peine lors de sa détention provisoire. Il est donc libéré le lendemain du verdict. La famille Pimentel n'a pas très bien pris la nouvelle. Il faut dire qu'ils voulaient que justice soit faite et que l'attente a été longue. Mais ils ont compris pourquoi la justice avait accepté de requalifier ce crime en homicide involontaire. J'aimerais remercier toute la communauté, ainsi que les médias pour leur aide et leur soutien. Tout ce que nous voulons, c'est faire le deuil de mon frère, que justice soit faite. Voir un jeune homme dans la force de l'âge mourir pour rien, c'est terrible. Le pire pour moi, c'est que Michael était également un père de famille qui manquera à son enfant toute sa vie. Cet enfant ne vivra jamais tous les moments formidables que l'on vit avec son père. Monsieur Pimentel, Mike pour ses amis, était une personne très appréciée. Il va manquer à beaucoup de monde. C'est le plus triste dans cette histoire.